la parole sur donc ce sujet qui est Pas de l'accessibilité souci. numérique. Alors, vous voyez bien les slides défiler pour tout le monde? Je pense que c'est le bon. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, on a déjà eu l'occasion de se présenter, donc effectivement, au niveau du sommaire, bon, il a déjà été évoqué. Ce qu'on n'a pas évoqué, effectivement, on va, vous donner aussi quelques astuces pour, de votre côté, que vous puissiez vérifier, éventuellement détecter éventuellement quelques soucis d'inaccessibilité, qui pourraient être présents sur, vos interfaces. On va y parler également d'outils. C'est parfois, bon, on peut imaginer qu'il y a des outils, qui permettraient de corriger, l'accessibilité des sites automatiquement. On va voir, ce qu'il en est. Alors, on va commencer par une, petite introduction sur, la définition de l'accessibilité numérique. Hem, il se trouve que l'accessibilité numérique, quand on parle d'accessibilité numérique, on parle de personnes en situation de handicap, hein. Je vous livre cette définition. L'accessibilité numérique consiste à rendre les services numériques accessibles aux personnes en situation de handicap. On ne parle pas de disponibilité, hein, parfois c'est des confusions que j'entends où, on confond accessibilité et disponibilité. L'objet ici, on parle bien des personnes en situation de handicap et pas de rendre un service disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il se trouve que, le handicap, est défini, par un cadre légal, notamment par la loi du 11 février 2005 et son article 47. Cet article 47 nous propose, par la même occasion, une définition, heu du handicap qui est très intéressante et qui est très pertinente. On va voir pourquoi. Donc je vous livre cette définition. Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est la notion de subi dans son environnement. Le handicap, la situation de handicap, elle est subie par les personnes en raison d'une altération qu'on a pu définir, mais si l'environnement était accessible, cela revient à dire qu'il n'y aurait pas de situation de handicap, malgré les altérations substantielles, durables ou définitives des fonctions, que je viens de lister. Ça revient à dire, pour les environnements numériques, que ce sont bien les fournisseurs de services qui sont responsables de la mise en situation de handicap, puisque, ce sont eux qui sont maîtres, des environnements. Une fois qu'on a fait ce premier constat, il est intéressant aussi de se poser la question, de qui va consulter nos sites ou nos services numériques, hein. On voit que les typologies de handicap sont extrêmement variées. On va évidemment parler de déficience visuelle, parce qu'effectivement, quand on parle de numérique, d'interface homme-machine, si on n'est pas en capacité de consulter l'interface, ça peut ou ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc évidemment, les personnes en situation de handicap visuel vont être concernées par des soucis, d'accessibilité. On va parler également de handicap moteur, de handicap auditif, de handicap intellectuel ou cognitif, voire de polyhandicap. Pour les personnes qui ont un handicap moteur, on va voir que ces personnes-là vont avoir une manière de naviguer sur les services numériques, différente, des utilisateurs valides. Ces utilisateurs-là ne vont pas utiliser de clavier ou alors pas de souris, voire ni l'un ni l'autre. Ils vont utiliser des mécanismes, de qui vont permettre des technologies, ce qu'on appelle des technologies d'assistance, qui vont leur permettre de naviguer sur les sites internet, mais ces technologies d'assistance ne ressemblent pas à un clavier ou pas à une souris. Heu on va retrouver, par exemple dans cette typologie de solutions, des solutions d'eye tracking, c'est-à-dire des logiciels qui vont capturer le regard de la personne pour voir là où il s'arrête sur l'écran, pour ensuite, activer les fonctions, là où le regard s'est arrêté. On va voir, il y a un petit souci de légende sous les images, mais le clavier ici, on va avoir des claviers qui sont spécifiques, hein, qui sont adaptés aux typologies de handicap. On peut avoir des contacteurs au souffle, voilà, des personnes qui sont que dans la capacité de mouvoir, le souffle, en tout cas, de souffler ou d'inspirer, grâce à juste à ces 2 fonctions-là, ils vont être en capacité d'utiliser un service numérique. Et puis on va avoir un certain nombre d'outils, qui ressemblent à des souris, mais qui n'en sont pas vraiment. On peut parler de manettes, de souris anti-tremblement, voilà, les dispositifs sont extrêmement variés, mais ces utilisateurs-là ne vont pas spécifiquement utiliser de clavier. Hem
pour le coup, du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va falloir essayer de s'imaginer la manière dont ils vont utiliser le service numérique, mais sans utiliser de clavier ou de souris. On va avoir des utilisateurs, aveugles. Alors parmi les déficients visuels, on va avoir des utilisateurs aveugles. Les utilisateurs aveugles, pour le coup, vont, ne pas utiliser de souris. Justement, le concept de pointeur sur un écran, d'interface, bidimensionnelle, pour eux, n'a absolument aucun sens, hein. On va pas avoir une interface avec une colonne de gauche et une colonne de droite. Ces repères visuels ne sont pas du tout, n'ont absolument aucune logique pour ces utilisateurs-là. Donc ils vont naviguer, avec d'autres mécanismes sur internet. Ils vont naviguer notamment avec, ils vont naviguer uniquement au clavier pour le coup, ensuite avec une technologie d'essence qui s'appelle un lecteur d'écran. Donc le lecteur d'écran, c'est un logiciel tierce qu'on ajoute sur son site internet et qui permet, de vocaliser, les textes qui sont restitués à l'écran, mais pas seulement, qui vont aussi, permettre de restituer tout un certain nombre d'informations qui sont présentes, via la structuration technique de la page. Donc, les utilisateurs aveugles vont utiliser un clavier de manière certaine. Ils peuvent utiliser un lecteur d'écran qui restitue, vocalement, les informations sur la page et ou une plage braille. Donc ça peut être soit uniquement une plage braille, soit de manière combinée un lecteur d'écran et une plage braille. Une plage braille, hein, c'est, une plage qui donc c'est un un composant, hardware, enfin qu'on branche, parfois en USB, en tout cas sur son poste informatique, qui, en moyenne, fait une quarantaine de caractères avec des petits picots qui se lèvent et qui se baissent, qui permettent de retranscrire les caractères et à chaque fois que les utilisateurs vont, descendre dans le flux de la page, hein, ils vont lire la page de ligne en ligne, ça va retranscrire, via ces mécanismes de picots, les informations qu'il y a présentes sur la page. Dans les handicaps, dans les personnes qui ont une limitation, visuelle avec une déficience visuelle, donc il y a les utilisateurs aveugles, mais aussi les utilisateurs malvoyants. On a fait une petite distinction, même si ce sont aussi des déficients visuels, parce qu'ils vont avoir une façon d'utiliser, leur poste informatique un petit peu différente. Pour le coup, les utilisateurs malvoyants vont avoir des difficultés diverses, hein, en fonction des contrastes, des problèmes de contraste, voire de combinaison de couleurs, voire des informations sont véhiculées uniquement par la couleur ou enfin, des soucis liés à la taille des caractères. Ces utilisateurs-là, pour le coup, vont avoir une façon de travailler un petit peu différente. Ils vont personnaliser l'affichage. Ils vont utiliser, soit des mécanismes qui sont intégrés à leur poste de travail, soit des mécanismes qui sont intégrés à leur navigateur, soit des logiciels tierces qui vont permettre de corriger, hem, la couleur, de certains textes ou de changer en tout cas la teinte des textes, de modifier, le pointeur, de modifier la taille des caractères ou la taille de l'écran pour quand, l'affichage s'adapte à leurs besoins. On va retrouver, enfin des utilisateurs avec un handicap auditif. Effectivement, de plus en plus, l'information sur nos services numériques est véhiculée par, le prisme, des éléments multimédia et de fait, si nos éléments multimédia, ne disposent pas de sous-titres ou de transcription et bien, l'information ne leur est pas disponible. Donc là, on a fait un petit peu un rapide tour, des différents types, d'utilisateurs en situation de handicap qui pourraient parcourir et utiliser, nos services numériques. Il faut savoir, alors il y a plein d'études dans France et dans le monde, qui parlent du nombre de personnes en situation de handicap. Alors je me suis basé sur une étude qui est relativement ancienne, une étude de l'INSEE, mais qui est extrêmement sourcée. Mais les volumes en tout cas de cette étude, sont toujours comparables avec des études plus récentes. Il faut savoir qu'en France, hein, vu que c'est une étude de l'INSEE, donc c'est, un cas qui concerne que la population française, 15 à 20 de la population se trouve en situation de handicap. On ne peut pas se dire que, ça ne concerne que 2 personnes et d'ailleurs même si ça concerne que 2 personnes, il y a pas de raison qu'on ne considère pas ces 2 personnes. Donc effectivement ce chiffre est important, hein. Un petit exemple, un petit focus, sur ce chiffre-là, le daltonisme concerne, 8 à 10 des hommes. Donc il y a 8 à 10 des hommes qui sont, en difficulté si, les textes, ne sont pas, suffisamment contrastés par rapport au fond de couleur sur lequel ils sont écrits. Maintenant, quels sont les impacts et les enjeux de l'accessibilité numérique une fois qu'on a fait ce 1er constat? Alors je l'ai un petit peu dit, mais effectivement, cette notion d'inversion de la perspective, hein, en tout cas la définition, telle qu'elle est fournie par, l'article 47 de la loi du 11 février 2005, heu des situations de handicap, inadaptées.
Donc cette inversion de la perspective fait que ce sont les producteurs de services numériques qui vont créer des situations de handicap. Un autre parallèle, si on imagine une personne en fauteuil roulant dans un environnement accessible, hein, dans un bâtiment avec, des rampes, des ascenseurs, des tables des interrupteurs, à des hauteurs, re bien positionnées, cette personne-là ne se trouve pas en situation de handicap. Donc peut faire exactement le même parallèle avec le milieu du numérique. Un utilisateur, avec une limitation, fonctionnelle ou cognitive, dans un environnement adapté à son handicap, ne se trouve pas en situation de handicap. Ça, c'est le premier enjeu, qu'il faut bien avoir conscience, hein. C'est vraiment les producteurs de services numériques qui sont la cause de ces situations de handicap. D'un point de vue de l'enjeu, alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un cadre légal, notamment avec cet article, 47 de la loi du 11 février 2005, alors qui a évolué depuis, une fois en 2016 et une fois en 2018, notamment pour, appliquer des transpositions de directives européennes. Le cadre légal aujourd'hui, c'est que, il est obligatoire de fournir des services, de communication publique accessibles aux personnes handicapées, notamment pour tous les services de l'État et les établissements qui en dépendent. Donc par exemple un ministère et un service de l'État, qui serait pourquoi pas l'INSEE. Également pour toutes les collectivités territoriales et les établissements qui en dépendent, donc voilà, le département et une maison départementale de l'autonomie, hein, qu'on appelait auparavant les MDPH. Également pour les organismes délégataires de missions de service public, donc parfois, les services de transport en commun d'une agglomération, c'est des services qui devraient être gérés par, des communautés d'agglomération qui sont déléguées à des régies de transport, que ce soit, la RATP, ou d'autres par exemple, comme c'est le cas dans les métropoles où se trouve, Empreinte Digitale. Et enfin pas seulement, mais on fait un tour rapide, hein, et enfin toutes les entreprises qui réalisent plus de 250 millions de chiffre d'affaires en France, sont dans l'obligation, de fournir des services de communication publique, accessibles. Le RGA, en tout cas dans le cadre d'application du RGA, il est, écrit que, la vérification de la conformité des pages, doit se faire avec les critères applicables du RGA. Alors ça, c'est un petit cas un peu particulier. En tout cas, c'est une obligation pour tout ce qui est service de l'État et collectivités territoriales. On verra que pour les entreprises privées, l'obligation, c'est de, respecter la directive européenne et notamment une norme, internationale, et que le RGA est un des moyens d'y parvenir, mais heu, c'est pas forcément nécessairement le RGA qui est obligatoire pour les entreprises privées. Le cadre légal d'aujourd'hui, en tout cas le décret d'application de 2019, indique, que des sanctions, sont, prévues, en cas de non-respect des obligations d'affichage. Effectivement, parce que j'étais un petit peu vite sur la slide précédente, hein, sur la slide précédente, j'ai dit que les services de communication doivent, hem, produire des services, de communication accessibles, au RGPD, mais également, doivent respecter un certain nombre d'obligations d'affichage. C'est-à-dire que chaque site internet concerné par un organisme, enfin chaque site internet dont un organisme est en charge, concerné par la loi, doit publier une mention sur le niveau d'accessibilité sur la page d'accueil, doit également, disposer d'une page qui est, relative au niveau qui indique le niveau d'accessibilité, hein, qu'on appelle une déclaration d'accessibilité, et enfin, non pas à l'échelle du service numérique, mais à l'échelle de l'organisme, doit avoir ce qu'on appelle un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique, hein. C'est un schéma directeur de l'informatique, mais, avec uniquement comme prisme, l'accessibilité numérique. Et du coup, ce que nous indique ce décret d'application, c'est qu'il y a des sanctions en cas de manquement aux obligations d'affichage, hem, typiquement de 20 000 € par site internet et par an, si, chaque site internet ne dispose pas de 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 ces obligations d'affichage, et il y a une sanction un petit peu minorée pour les communes de moins de 5 000 habitants. De moins de 5 000 habitants. Ce qui peut être sanctionné également, c'est la notion de discrimination. Effectivement, d'un point de vue de l'accessibilité numérique, il se trouve que la France a signé une convention de l'ONU qui est la CRDPH, la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui indique que, heu, le refus d'aménagement d'un service numérique aux personnes handicapées peut être considéré comme une discrimination. Pour le coup, la discrimination, c'est quelque chose qui est bien plus maîtrisé, et bien plus ancien dans le cadre légal, hein. C'est quelque chose qui est puni pénalement et qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Ça, c'est le cadre légal d'aujourd'hui. Il se trouve que, au niveau de l'Union européenne, une directive va, élargir prochainement le champ d'application de la loi. Donc c'est une directive qui s'appelle la directive Excuse-moi, biens et services. Oui, Simon, peut-être, il y a juste une question de Vincent Plancher qui se demande si les mairies sont également soumises à cette législation, et notamment le site web de la commune. tout à fait. Notamment. Effectivement, bah, dans la notion de collectivité territoriale et de leurs établissements, une commune est une collectivité territoriale. Donc, toutes les communes, en tout cas, de France devraient disposer d'une, Ouais. d'une déclaration d'accessibilité, de la mention, en pied de page et d'un schéma pluriannuel qui fait la liste de tout leur patrimoine numérique, qui regarde ce patrimoine numérique, va définir un plan d'action, Merci pour ces précisions. pas de souci. Donc au niveau de l'Union européenne, il y a une directive qui va élargir prochainement le champ d'application. Donc cette directive, elle s'appelle la directive biens et services. Elle a été transposée en mars 2023, donc c'est très, très récent. Hem, Cette directive nous indique que, des nouvelles dispositions, vont devoir être mises en application à partir de juin 2025. Alors que concerne cette directive? Concrètement, cette directive nous indique que tous les sites et plateformes de commerce électronique, vont devoir respecter des nouvelles obligations, d'accessibilité numérique. Alors pour les nouveaux services à partir de 2025 et pour les services déjà existants à partir de 2030. Il va y avoir également une obligation d'accessibilité pour tous les produits pour tous les produits et services des opérateurs économiques. Alors cette définition de transposition, elle est, à mon sens, encore un petit peu floue, on va voir qu'on est encore en attente de décrets et d'arrêtés pour préciser, en tout cas, cette transposition. Mais il va y avoir des obligations d'accessibilité numérique, pour tous les produits et services des opérateurs économiques. Donc, typiquement, dès qu'une entreprise, met à disposition un service, numérique en ligne, il y aura probablement des obligations peut-être, du même acabit qui existe actuellement, c'est-à-dire, afficher une mention sur la page d'accueil, disposer d'une déclaration d'accessibilité, et cetera, et cetera. Tous les livres, électroniques vont devoir également, être concernés par l'accessibilité numérique. Tous les services bancaires et financiers, vont être, concernés par l'obligation. Ça va concerner donc les gestions d'offres de prêts, de crédits, ce qu'on appelle les opérateurs économiques sur les marchés financiers. Donc, voilà, typiquement les sites internet de conseil en investissement, tout ce qui va être épargne salariale, donc dans le milieu des entreprises, vont être concernés par cette obligation. Également l'accès aux services de transport, des terminaux en libre service. Donc voilà, tout ce qui est concerné le service de transport ferroviaire, maritime ou aérien, tous les terminaux de paiement, d'information, d'enregistrement ou de distributeurs de transport vont, être concernés par des obligations d'accessibilité numérique. Il faut savoir qu'il y a une exception dans cette directive, ne seront pas concernées par ces obligations toutes les entreprises de moins de 10 salariés ou qui réalisent moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Malgré tout, ça va concerner énormément de monde, hein, d'ici, 2025, donc dans 2 ans. On est déjà en juin, 2023, mais dans 2 ans, il y aura des nouvelles obligations, pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés ou qui réalisent plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est encore en attente, des ordonnances et des décrets qui vont préciser, cette loi. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, des autorités de contrôle ont été désignées. Alors parmi elles, l'Arcom ou la DGCCRF. Et contrairement au cadre actuel où, les autorités de contrôle pour les amendes de 20 000 € par an et par site, qui était un ministère, aujourd'hui les ministères ce n'étaient pas des autorités qui étaient habilitées à adresser des PV de sanction. Contrairement à l'Arcom et la DGCCRF qui sont des autorités qui sont habilitées à adresser des PV de sanction. Ce qu'on sait également, c'est que c'est le régime pénal qui a été choisi, avec une contravention de 5e classe, donc c'est moins des contraventions, qui sont, moins puissantes que le cadre actuel. Cependant, les contraventions de 5e classe, elles sont cumulables. Pourquoi pas, par exemple, avec le nombre de produits qui seraient, non conformes, vendus. Admettons qu'une société distribue des produits, des services en ligne, hem, l'amende pourrait se répéter via le nombre de produits, déjà vendus, le nombre de services ouverts, déjà vendus. Ce n'est pas l'administration qui sanctionne, comme ce qui est prévu actuellement avec des amendes administratives, mais le procureur de la République, qui sanctionne suite à un PV de sanction, de la DGCCRF, par exemple. Typiquement aujourd'hui, le cadre légal, dans le cadre légal, qu'on a à disposition, malgré les sanctions qui sont affichées, à ma connaissance, aucune sanction n'a encore été appliquée. Donc on a pu échanger, un certain nombre
les autorités de contrôle ont échangé lors d'une conférence, dédiée à l'accessibilité numérique et ont indiqué qu'elles avaient un principe, fondateur de poser, qu'elles ne souhaitaient pas sanctionner en première intention, que le professionnel aura toujours la possibilité d'effectuer des actions de correction, alors soumises à un délai. Cependant, des injonctions pourraient être mises en place. Typiquement, la mise en place de bandeaux d'affichage sur les sites internet, pour indiquer que le site, n'était pas conforme avec, ce qu'attend le législateur. Alors maintenant que je vous ai fait un petit peu peur, on va essayer de trouver des solutions à tous ces sujets. Comment vous pouvez vérifier que, vos applications numériques sont, elles-mêmes accessibles? Alors je l'ai un petit peu évoqué, mais, il se trouve qu'il existe une norme internationale. Donc, cette norme s'appelle, les WCAG pour les intimes avec les acronymes, hein, qu'on appelle les Web Content Accessibility Guidelines, les règles pour l'accessibilité des contenus web. Donc cette norme est éditée par un consortium international qui s'appelle le W3C. Ça existe depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, on en est revenu à la version 2.1 de ces WCAG. C'est un sujet qui est extrêmement robuste, hein, toutes les sociétés d'expertise en accessibilité numérique sont assez, sont 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 enfin qui sont toutes les sociétés d'accessibilité, d'expertise en accessibilité qui travaillent sur ce sujet-là, n'ont pas de souci à l'utilisation de cette norme-là. Le sujet est vraiment connu et maîtrisé, on n'a absolument aucun souci avec ce sujet. Il se trouve qu'en France, on a la chance, d'avoir à disposition un référentiel qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGAA, qui ne constitue pas une nouvelle norme ou un nouveau standard, mais qui est une méthode qui permet d'appliquer cette norme internationale. Il se trouve que ce RGA est beaucoup plus impeccable et beaucoup plus opérationnel que cette norme internationale, hein, qui est une norme certifiée ISO qui est valable en dehors de tout contexte technique où, parfois finalement on énonce des principes qui sont assez généraux, mais heu, parfois personnellement lorsqu'on veut les appliquer, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Le RGA existe depuis 2009 en France. Aujourd'hui, on est rendu à la version 4.1.2. Heu et c'est quelque chose qui est aussi extrêmement robuste, qui est vraiment bien maîtrisé. Maintenant, si vous voulez vérifier, je vois que j'ai une question. Bonjour, les audits sont-ils réalisés par des personnes en situation de handicap? Alors malheureusement, assez rarement, pour une bonne raison, heu, le fait de faire réaliser des audits d'accessibilité numérique, nous demande de mettre en lumière ce qui n'est pas utilisable par les personnes en situation de handicap. Cela revient à dire que, une personne en situation de handicap aurait du mal elle-même à utiliser le service numérique et détecter les outils ou les composants qu'elle n'est pas en mesure de voir elle-même. Donc il y a effectivement certains consultants en situation de handicap qui réalisent des tests, mais qui ne peuvent pas réaliser l'intégralité des tests du référentiel, que je viens de citer ci-dessus. Généralement, les personnes en situation de handicap sont plutôt mobilisées à une autre étape, des accompagnements qu'on est en mesure de faire, une étape qu'on appelle des tests utilisateurs. Une fois qu'on a réalisé des audits, qu'on a amélioré le niveau d'accessibilité du service numérique, qu'on a levé toutes les barrières bloquantes, eh bien, on peut engager des tests avec des personnes en situation de handicap qui permettent de s'assurer en tout cas que le site est utilisable. Je sais pas si ça répond à votre question, je vous laisse répondre et je continue pour ma part. Donc je vais vous donner quelques astuces de vérification, sur vos sites internet. La première astuce, qui est une double astuce pour le coup, c'est le fait de naviguer exclusivement au clavier. Donc sur nos claviers, on a tous une touche de tabulation. Cette touche de tabulation, permet de manière un petit peu raccourcie, hein, de naviguer de composants interactifs en composants interactifs. Il y a 2 éléments auxquels il faut faire attention. Effectivement, les utilisateurs avec handicap moteur n'utilisent pas nécessairement de souris, donc n'ont pas de pointeur de souris pour savoir, quels sont les composants qui sont en train d'être manipulés sur un écran et donc il faut qu'ils puissent visualiser les composants qui sont en train d'être manipulés. Donc si on navigue uniquement avec la touche tabulation, il faut qu'on puisse visualiser les composants, qui sont manipulés et enfin, tous les composants interactifs doivent pouvoir être atteignables. Le second élément qui est assez facilement vérifiable, c'est vérifier, si les contrastes qui sont utilisés sont, suffisants. Alors il existe un certain nombre d'extensions de navigateurs ou de logiciels
qu'on peut installer sur nos postes informatiques, qui sont gratuits open source, qui, mettent en lumière, les calculs de contraste, hein. C'est quelque chose qui est assez normé, qui se base sur les niveaux de luminance des couleurs utilisées et ici, là, cette extension de navigateur qui s'appelle WCAG Contrast Checker nous indique une petite croix rouge, en tout cas si les textes ne sont pas suffisamment contrastés. Donc c'est des choses alors, ouais, c'est assez résumé parce qu'il y a des contrastes qui peuvent être moins élevés et qui sont acceptés quand même si les textes sont écrits suffisamment grands ou en gras, mais de manière assez simplifiée, vous pouvez installer cette extension et ça va vous donner un certain nombre d'indicateurs si les contrastes sont suffisants ou pas. Un autre test qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est les contenus en mouvement. Une vidéo qui s'en toute seule, une galerie d'images qui tourne sur elle-même, un texte qui défile ou une animation, ce sont autant d'éléments qui peuvent perturber, l'attention, des internautes, notamment, les personnes qui sont sensibles, aux troubles de l'attention ou les personnes qui, mettent plus de temps à consulter un contenu. Donc pour chaque élément en mouvement, vous devez vérifier qu'il y a un mécanisme qui permet, de l'arrêter, de le relancer, ou de le relancer. Un simple bouton lecture pause fait l'affaire, à condition que le test précédent sur le fait que je puisse l'atteindre au clavier, est lui-même fonctionnel. Et enfin, dernier élément, les contenus multimédia, effectivement, de plus en plus l'information passe par le biais des contenus multimédia. Si j'ai une vidéo avec, des personnes qui parlent, est-ce que j'ai des sous-titres, tout simplement? Est-ce que je peux comprendre mon contenu multimédia sans le son ou sans l'image? Hop, j'ai sauté une slide. Je poursuis, maintenant qu'on a fait tout ce constat, que vous avez fait quelques tests sur vos sites internet, la question de la mise en œuvre, comment est-ce qu'on fait, si on veut, rendre ces services numériques accessibles? On pourrait se poser la question de savoir s'il existe des outils qui permettent, en une ligne de code informatique, de rendre ces sites internet accessibles. Effectivement, de plus en plus, si vous allez le voir, vous avez peut-être été sollicité par ces sociétés-là, qui vendent des outils, de confort ou d'adaptation aux personnes, d'adaptation de l'affichage, pour les personnes handicapées. Ces outils, ont un certain nombre alors ce que j'appelle les outils magiques, ont un certain nombre de limites. Ceux, par exemple, ils ne concernent absolument pas, ils ne sont d'aucun secours pour les utilisateurs non-voyants. Généralement, ces outils permettent de personnaliser l'affichage, donc changer la taille des caractères, voir la police de caractères, les, couleurs utilisées, de modifier la taille des boutons et cetera et cetera. Mais, pour les personnes qui ne voient pas l'interface, personnaliser l'interface n'est absolument d'aucune aide. Généralement, les personnes handicapées n'ont pas attendu que ces outils existent pour naviguer sur internet. Typiquement, si jamais vous avez équipé votre site, votre service numérique de ce type d'outils, vos utilisateurs handicapés, lorsqu'ils arrivent sur votre site internet, ils ont une navigation qui a précédé. Ils sont peut-être arrivés sur un site internet d'un moteur de recherche ou sur un autre site internet et pour des besoins liés à leur handicap, ils ont déjà sur leur poste informatique des outils qui permettent d'adapter le service ou de consulter le service. Donc quand ils arrivent sur le site internet qui est équipé de ce genre de solution, typiquement cette solution que le site internet met à disposition fait déjà doublon. Ils ne sont pleinement fonctionnels que lorsque les sites répondent déjà à la norme. Pour la plupart, ils comportent malheureusement des problèmes d'accessibilité numérique et enfin, ils ne permettent pas de satisfaire les obligations d'affichage, notamment les obligations, liées à la publication d'une déclaration d'accessibilité. Donc au final, ces outils ne permettent pas de rendre accessibles vos sites internet. Ça permet du confort si on le souhaite pour certains pour quelques utilisateurs, mais ça ne va pas du tout permettre de rendre vos sites internet accessibles. Alors maintenant, si on devait se poser la question de quelles solutions vous devriez prendre en compte pour améliorer, l'accessibilité ou pour prendre en compte l'accessibilité sur vos services numériques. Le premier levier serait de former vos équipes. Donc voilà, les métiers de développeur, d'intégrateur, de graphiste, de chef de projet, de rédacteur, de marketeur. Les interlocuteurs sont nombreux et malheureusement les enjeux ne sont pas compris par tous. Donc l'objet de la formation est extrêmement important. Il faut également que vous exigiez l'accessibilité. Un site inaccessible doit être considéré comme un site buggé, même si parfois les corrections d'accessibilité n'ont absolument aucun impact sur l'interface de vos services numériques. Eh bien, le fait de faire vérifier le niveau d'accessibilité de vos sites internet et de relever des bugs d'accessibilité, ça doit être considéré comme un site buggé. Donc il serait peut-être intéressant de préciser qu'une partie des règlements est conditionnée à la vérification que les contenus et les fonctionnalités soient conformes aux besoins exprimés via l'audit d'un prestataire externe. Ça pourrait être également le fait d'exiger
un nouveau livrable. Cette déclaration d'accessibilité qui est rendue obligatoire, en tout cas pour un certain nombre de structures via le cadre légal, eh bien cette déclaration d'accessibilité, vous devriez l'exiger de la part de vos prestataires. On pourrait aussi, pourquoi pas, faire entrer l'accessibilité numérique dans le cadre de la garantie du site. Et enfin, vous pourriez faire vérifier, on vous invite à vérifier la compétence de vos prestataires numériques via, vérifier dans les CV que les personnes qui vont intervenir sur le projet ont bien suivi, des formations dédiées à l'accessibilité numérique, que, la société que vous avez, sélectionnée a des références qui a des déclarations d'accessibilité. Alors je vois la question de qui est affichée. Quelle est la référence de la norme ISO en question? Cette norme ISO s'appelle WCAG. WCAG, on l'appelle également. Et il se trouve qu'en France, on a une méthode d'application de cette norme ISO qui s'appelle le RGAA. On vous invite également à mettre en œuvre ce qu'on appelle un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Je l'ai rapidement évoqué, effectivement, ce schéma pluriannuel d'accessibilité numérique, donc c'est quelque chose qui est obligatoire pour un certain nombre de structures, mais je trouve que ce document était extrêmement intéressant. Ça doit être une véritable feuille de route, de votre démarche, d'accessibilité. Ce schéma poursuit 2 buts, hein. Il doit témoigner votre engagement à prendre en compte les besoins de tous les utilisateurs, et il décrit, des objectifs, des moyens, des compétences mobilisées, pourquoi pas un plan de formation et un accompagnement à mettre en place. Voilà, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir ce schéma pluriannuel d'accessibilité numérique parce que, ça permet en tout cas de suivre un plan d'action. Et je vais relaisser la parole à Julie pour poursuivre sur, la notion de données personnelles et d'accessibilité. On verra que les 2 sujets peuvent, avoir un lien. Exactement. Merci Simon pour toutes ces informations. Il y a juste une dernière question. En tant que dev, j'ai parfois eu des retours d'accessibilité demandant de vraiment faire du code étrange pour que l'accessibilité soit améliorée. J'ai souvent tendance à me méfier lorsque les préconisations s'éloignent beaucoup du HTML natif. Le compléter, oui. Faire du code uniquement dédié pour satisfaire un critère, non. Qu'en pensez-vous? C'est délicat, ça dépend parfois aussi de l'interface. Hem, Suivant le graphisme en tout cas que le site internet, demande aux développeurs de reproduire, il est parfois nécessaire effectivement de mettre en place des balises ou des attributs qui sont dédiés à la problématique de l'accessibilité. Il y a aussi un certain souci, qui est, parfois lié au navigateur. Heu, Moi, c'est peut-être pas la meilleure, la meilleure explication, mais non, non, le logiquement, la plupart du temps, la recommandation, qu'on préconise, hein, c'est de mettre en place du code HTML natif. Hem Mais parfois, effectivement, si le graphisme, je vais prendre un cas, hein, je vais peut-être, perdre certains d'entre vous, mais je vous laisse me corriger si vous que je vulgarise encore, hein. Mais, parfois, en tout cas, la mise en page ou le design de l'interface demande à mettre en place, des éléments qui ne sont, pas possibles nativement parlant. Hem Je prends un exemple, même si c'est possible dans certains cas, mais, on demande d'avoir des listes déroulantes. Donc c'est un composant qu'on trouve très régulièrement dans nos interfaces, des listes déroulantes qui ont une apparence qui n'est pas l'apparence par défaut de la liste déroulante. Et pour le coup, les développeurs, doivent mettre en œuvre des composants, ou en tout cas du code informatique qui effectivement qui n'est pas la balise select telle qu'on l'appelle et ça demande effectivement d'un point de vue recommandation de l'accessibilité de mettre en œuvre des éléments qui ne sont pas du code HTML natif. Moi, mon point de vue en tant que consultant d'accessibilité numérique, c'est, je vais essayer d'avoir le moins d'impact, je vais pas demander à changer l'interface. Mais, le fruit d'un audit en accessibilité, c'est pas quelque chose qui doit être, froid et statique, hein. Sinon, parfois, on fait un audit où on va relever des non-conformités, vis-à-vis de la norme de référence sur un service numérique. On va faire des préconisations à ce sujet. On fait toujours une ou plusieurs préconisations, la plupart du temps une, parce qu'il y a plein de moyens de satisfaire un problème d'accessibilité. Heu, L'intérêt, en tout cas, la démarche que nous on a chez Empreinte Digitale, c'est toujours poursuivre après l'audit et l'envoi de nos livrables par un temps d'échange avec toutes les parties prenantes du projet où effectivement, vous pouvez très bien me dire: «Vous êtes très gentil monsieur Bonaventure, mais
la préconisation que vous me faites, moi, coûte 10, j'ai pensé à une solution alternative qui me coûte 1 et là, on échange et on débat effectivement. Parfois, effectivement, la précaution alternative coûte 1 mais bah, va avoir un impact graphique et bah, le graphisme, on sait tous que c'est un enjeu, parfois qui est pas simple parce que c'est validé par beaucoup, beaucoup de parties prenantes et qu'il est plus facile de faire des choses qui n'ont pas d'impact graphique, plutôt que l'inverse. Je sais pas si ça répond à la question? Alors, il y a une autre question de Jean-Marc sur le fait qu'il ait travaillé avec un prestataire et qu'il n'a pas pris en compte la question de l'accessibilité, alors que c'est une obligation. Pour information, Jean-Marc qui travaille dans une collectivité et donc il demande quel recours il peut avoir, étant entendu que même le site de la CNIL n'est pas accessible. Là-dessus, je pense que sur, les prestataires qui prennent pas en compte, des questions des obligations légales, on a le même sujet en fait sur, des sites qui seraient développés par des web développeurs qui prennent pas en compte, les obligations liées à la protection des données personnelles. Il y a eu quelques décisions de tribunal de commerce qui ont fait, invalider, du coup, le contrat entre, le prestataire, et son client, parce qu'on avait estimé qu'il n'avait pas fait, valoir son devoir de conseil. Je sais pas, Simon, si, Si, en tu as nous, en déjà tout cas, des il y a alors précisions là-dessus, mais ouais, dans l'accessibilité numérique, il y a pas, je pense, autant de jurisprudence que pour le RGPD, dans le sens où on est jaloux, les consultants d'accessibilité numérique, de ce que vous avez à disposition, du point de vue RGPD. On n'a pas une autorité de contrôle telle que la CNIL, qui soutient et qui sanctionne. Pour le coup, il se trouve qu'en France, l'organisme de l'État qui publie le RGAA, c'est la DINUM, la Direction interministérielle du numérique et cet organisme n'est pas une autorité de contrôle. Donc on n'a pas de jurisprudence de service numérique qui a été sanctionné, vis-à-vis de ce défaut-là. Ce que je peux recommander malgré tout, nous, en Empreinte Digitale, on met en œuvre, enfin on accompagne des organismes publics, hein, dans la plupart des cas, à mettre en œuvre ce que je vous ai présenté, ce fameux schéma pluriannuel d'accessibilité numérique et parmi les recommandations qu'on fait, un certain nombre de fois, on propose d'ajouter de travailler avec vous sur un closier, de marché public. C'est-à-dire on vous fait des préconisations pour dire: «Bah, finalement, ce serait intéressant que dans votre closier de marché public, vous ajoutiez un certain nombre d'exigences, sur l'accessibilité numérique», hein, ce que j'indiquais, hein, vérifier les compétences du prestataire, demander, quelle méthode le prestataire va utiliser pour, mettre en œuvre, ce que vous exigiez, voire réserver une partie des paiements soumis à un tiers, faire entrer l'accessibilité numérique dans, la période de garantie du site et que, bah, si, on trouve des bugs pendant ces périodes de garantie, ils doivent être corrigés, sans entraîner de surcoût. Mais effectivement, après, d'un point de vue organisme public, je suis assez conscient qu'il y a aujourd'hui, très peu d'organismes publics qui ont des sites qui seront 100 conformes. là, sur la déclaration d'accessibilité sur le site de la CNIL, il y a quand même une déclaration de l'accessibilité, Donc là-dessus, ils qui sont est couverts vis-à-vis des sanctions voilà, quant aux obligations d'affichage. qui indique Mais, que, c'est là où il y a quelque chose qui est un peu particulier parce que ce que l'État sanctionne, il sanctionne quelque chose qui est en deçà de ce qu'il exige au ouais. niveau de la loi. Exactement. Donc là, il qui indique qu'Empreinte Digitale a audité le site de la CNIL et que, ils ont déclaré 50 de conformité, par rapport aux exigences réglementaires. Qu'on est d'accord qu'il y a encore, beaucoup de chemin à parcourir. Et pour le coup, le site Hem, de la CNIL de mémoire, alors ça fait très longtemps qu'on l'a audité, il se trouve que les déclarations d'accessibilité, en tout cas le cadre légal prévoit qu'elles ont une date, d'expiration. Donc, ouais, une déclaration d'accessibilité ne demande les plus valables 3 ans après sa publication. OK. Pour le coup, le Eh site de la bien, CNIL de mémoire, elle est un petit peu c'était en délai. 2020. Ouais, un petit Oui, peu. Donc en effet, on voit que l'accessibilité a, des enjeux propres, qui sont des obligations réglementaires qui sont propres à cette accessibilité des sites web et notamment des services publics. Mais, cette question de l'accessibilité a aussi un enjeu, sur, les sujets de données personnelles, notamment parce que, donc dans le cadre de la réglementation, générale sur du règlement général sur la protection des données, une des exigences est la transparence de l'information. Un des grands piliers du RGPD, c'est, de traiter les données de manière claire et donc que les personnes concernées soient au courant de ce que l'organisme va faire de ces données. On voit du coup bien le lien entre l'accessibilité de l'information, et l'obligation de transparence de l'information qui est portée par, le RGPD. Et donc, pour, répondre à ces enjeux de le responsable de traitement qui va fournir une information qui doit être claire, concise, transparente et compréhensible par tous, hem,
avec, ces enjeux d'accessibilité. Au-delà de l'ensemble des méthodes techniques, que Simon nous a présentées, on a également, l'utilisation de la méthode FALC, donc qui est, la méthode facile à lire et à comprendre avec un travail en fait sur le vocabulaire utilisé, sur, le fait de faire des phrases courtes, d'utiliser des images, des pictogrammes, des illustrations, pour, faire, enfin, voilà, pour que ça soit, compréhensible, par tout le monde. De la même manière, bah, utiliser, des couleurs et des contrastes, de texte et d'images qui sont adaptés. On favorise les flèches, les formes pour guider l'internaute vers l'information. Le fait aussi que chaque redirection par des liens doit être, clairement annoncée et que l'affichage du contenu soit facilement, consultable et adapté aux différents supports utilisés. Donc, c'est important d'avoir, une information qui est claire. Autre sujet, en lien avec l'accessibilité de l'information, c'est que, pour, l'ensemble des traitements qui sont portés, par, le consentement, donc, le consentement, pour qu'il soit valable, il doit être libre, spécifique, éclairé, univoque. Ça veut dire qu'il faut que la personne, avant de consentir, elle comprenne bien, ce à quoi elle consent. Le fait de devoir, s'assurer de la bonne compréhension, de l'information avant le consentement, impose forcément d'avoir, des sites et des informations qui soient, accessibles à tous. Avec, notamment, hein, sur le consentement, un des sujets les plus, je dirais visibles, en tout cas, du grand public, c'est la gestion des cookies. Si on a une bannière de cookies ou un pop-up, qui n'est pas accessible à des personnes en situation de handicap, on ne pourra pas, faire valoir, un consentement qui sera éclairé en tout cas. Donc le fait de pouvoir, en effet, naviguer par clavier, avec, la tabulation est importante pour que, la personne, elle puisse changer et que ça soit pas directement sélectionné sur «J'accepte», notamment. Voilà, on a aussi tous ces sujets alors qui sont un peu plus éloignés de l'accessibilité pure, hein, mais des bannières de cookies qui vont un peu cacher le bouton, «Refuser», tout en bas en mini caractères, alors que le bouton «J'accepte», est en haut vert, et en police 25. Hem donc voilà, c'est des obligations qui vont enfin, le fait d'avoir un site web accessible va vous permettre également d'améliorer votre propre conformité, au RGPD. De la même manière, chaque individu a un certain nombre de droits, sur ses données personnelles, et le responsable de traitement, donc l'organisme qui va manipuler de la donnée personnelle doit, permettre aux individus de pouvoir faire facilement valoir ses droits et donc, bah, pour que, on puisse faire valoir nos droits facilement, il faut, en effet que, les informations, que les lieux où les procédures de gestion des droits sont formalisées, c'est-à-dire souvent les sites web, puissent être accessibles par toutes les personnes, concernées et qui peuvent exercer leurs droits sur leurs données perso. Donc il est important d'avoir des formulaires de demande de droits, qui sont accessibles. Petite attention sur l'utilisation des captchas dans les formulaires qui peuvent parfois présenter des difficultés de compréhension ou de lisibilité. Donc voilà, on voit que cette, accessibilité numérique, permet, déjà, de se conformer à l'ensemble de la législation directement liée à l'accessibilité, mais également, d'augmenter le niveau de conformité au RGPD, des organismes, qui présentent des sites web conformes et accessibles. Enfin, des sites web et des services numériques au sens large. Est-ce que vous avez des questions? On arrive au bout de la présentation. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Merci en tout cas, Simon, pour, Avec plaisir. l'ensemble, des informations partagées. Alors, quelle alternative au CAPTCHA dans ce cas sur les formulaires de demande de droit? En fait, il y a des CAPTCHA qui sont plus ou moins, complexes enfin, plus ou moins accessibles, et donc qui peuvent présenter plus ou moins de difficultés. Et après, en termes d'alternatives, bah, voilà, c'est surtout une Bah, attention particulière sur ouais, ouais, moi je sinon je peux peux répondre sur les captchas. Effectivement, parce qu'il y a un critère qui est dédié à ce sujet, dans le référentiel du RG2A. Dès qu'on a un captcha graphique,
voilà, recopier, des lettres ou des chiffres qui sont écrits et qui sont un petit peu déformés dans une image. Il faut absolument que ces captchas, puissent avoir une alternative, soit sonore, soit logique. Parce que sinon, si on n'est pas en mesure de voir l'écran, beh, ça va poser un problème pour un centre de handicap de personnes, heu et heu et de fait, ils vont pas pouvoir accéder, aux services, d'autant plus que les captchas dans les études qui sont faites, hem, heu, à l'attention des personnes en situation de handicap, les captchas, c'est souvent relevé comme étant le problème numéro un qui les empêche d'accéder à des sites ou des services puisque les captchas, ils sont très souvent positionnés sur, des étapes clés, des services numériques, voilà, pour, me connecter à une interface, pour créer mon compte, pour valider un panier d'achat et si les captchas ne sont pas utilisables et bien, les personnes pourraient avoir fait toute une démarche, sur un service et malheureusement, être totalement empêchées d'utiliser de faire le service in fine. Donc du coup, le reCAPTCHA de Google, où on peut choisir des images identiques entre les plusieurs images, Simon, tu confirmes que ce n'est pas conforme? Ce captcha-là, alors oui et non, parce que Google, met à disposition toujours un petit bouton qui permet de recopier un texte qu'on entend à l'audio. OK. Cependant, c'est très souvent difficilement utilisable dans le sens où, le texte qu'on entend à l'audio, de la même manière que les images sont déformées, eh bien on entend un texte qui est dégradé. Et souvent pas dans la langue du service, hein, parce que parfois si on a un site en français, l'alternative qu'on entend à l'audio, c'est quelque chose qui est en anglais. Alors d'un point de vue strictement conformité au RG2A, on pourrait se dire que, par rapport à la norme de référence, c'est suffisant. Après d'un point de vue test utilisateur, c'est souvent, dramatique parce que les utilisateurs restent souvent bloqués derrière, des captchas. Et OK. d'autant plus que je suppose, mais je laisse Julie confirmer, hein, je vois Google ici, un captcha à Google, je suppose que d'un point de vue transfert de données, illicite aux États-Unis, on ne doit pas être, Alors, ouais, normalement, il y a en effet enfin oui, non, il y a en effet un sujet, sur l'utilisation de Google, hem, sur, ces problématiques-là de flux hors UE. Il y a Antonin qui me demande si, pour une demande d'exercice de droit, est-il utile de proposer un formulaire de contact pour le demandeur plutôt qu'une simple adresse email dédiée? Alors d'un point de vue, facilité de la gestion, et facilité de la demande, je vous confirme que d'un point de vue RGPD, c'est beaucoup plus simple d'avoir un formulaire de contact dédié. D'un point de vue accessibilité, Simon, est-ce moi qu'il y a j'ai une pas différence entre de non, non, j'ai pas pas de d'avis sur sujet la là-dessus? question à partir du moment où le formulaire est lui-même accessible. C'est ça. En tout cas, dans la déclaration d'accessibilité numérique, dans le modèle que nous demande d'utiliser donc la DINUM, il faut justement que, les utilisateurs en situation de handicap puissent contacter, l'équipe pour, bah, signaler un manquement vis-à-vis de l'accessibilité ou une demande d'aide. Donc voilà et ce formulaire de contact, ou d'exercice de droit comme vous l'indiquez, est, obligatoire. Après la forme qu'il peut avoir, j'ai entre un mail et un formulaire de contact, moi j'ai pas de préférence. La seule condition, c'est que si c'est un formulaire de contact, il faut qu'il soit lui-même accessible. Super. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Très bien, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toutes et à tous, et merci, en particulier à Simon d'Empreinte Digitale, pour, ton expertise. N'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori, à nous contacter, et puis, vous allez recevoir, de toute façon le support du webinaire et puis le replay sera sur notre chaîne YouTube La Robe Numérique. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, pour pouvoir, recevoir nos infos sur les prochains webinaires, notamment. Voilà, merci à tous et à Merci. toutes. Au revoir, bonne journée.